Bonjour Marco et Lourdes. Bonjour, Bonjour. Oli. Je suis vraiment très, très contente de vous recevoir, de vous écouter aujourd'hui dans ce sommet du leadership singulier et engagé. Merci beaucoup d'être là. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a maintenant plusieurs années grâce à Led by Her. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir voilà, travailler, faire partie d'un de vos programmes de leadership et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et beaucoup appris grâce à vous. Et puis donc, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous interviewer. Je vais un petit peu vous présenter et puis après, je vous laisserai la parole. Marco Prediani Lourdes Gutiérrez, vous co-créez et facilitez des programmes de Art Leadership Émergence en plusieurs langues, en anglais, en français, en espagnol, à l'international. Vous êtes passionné par les grandes traditions spirituelles et l'innovation technologique, la nature, la philosophie, l'art, la diversité culturelle. Donc, vous avez beaucoup de choses. Lourdes, toi, tu consacres ta vie à accompagner des individus et des groupes qui souhaitent une transformation, notamment spirituelle. Et toi, Marco, tu aimes explorer la sagesse des émotions, leur potentiel créatif, avec toutes leurs dimensions, qu'elles soient à la fois tangibles et intangibles, pour provoquer un éveil de conscience. La remise en question, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre chemin, un chemin qui est post-conventionnel. Et vous êtes actuellement dans une pause co-créative dans votre Retreat Center en Bretagne pour mettre à jour vos différents programmes et projets. Et là, vous êtes dans les préparatifs pour aller au Mexique. Exactement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je dirais que les deux trajectoires, celle qui est plus spirituelle et émotionnelle, dansent ensemble, font partie d'un tout. Et c'est une partie des dimensions de notre travail. Et notre travail met ensemble cette partie spirituelle, émotionnelle, pour aussi aller dans l'action, dans le concret. Oui. Donc, il y a toujours cette danse entre ce qui se passe à l'intérieur de l'être et comment on exprime ça vers l'extérieur. Donc, en résonance, que l'être humain soit en résonance avec son plus grand être. Qu'est-ce que c'est le plus grand être? Le plus grand être, parce que les personnes qui vont nous regarder peuvent se poser la question, c'est quoi cet être dont vous parlez? Donc, on a commencé déjà avec une question très profonde d'entrée de jeu. Oui. Le grand être est quelque chose qui est en nous, qui est plus grand, que souvent est réveillé, mais pas tout le temps. Il nous demande quelque chose qui va au-delà des premières apparences. C'est quelque chose qu'on est né avec et on meurt avec, et qu'on fait un chemin de vie, et la vie nous présente avec des choses qui sont des leçons de vie par lesquelles on n'apprend pas, et qui nous éveillent ou qui ne nous éveillent pas. C'est vraiment des choix de vie et d'expérience. Il y a des étincelles qui disent « Ah, ok, il y a quelque chose pour moi ». Et si on n'a pas peur ni des émotions, ni de regarder, ni de changer, on peut prendre ça comme, je dirais, une façon d'aller plus en s'approchant à cette lumière, cet être qu'on a en nous. Oui, on peut dire que ce plus grand être, il se rend compte au bout d'un moment, parce que dans la vie, on fait beaucoup de choses qu'on doit faire, ça fait partie de notre chemin de vie, mais qu'au bout d'un moment, on ressemble plus à un hamster dans une roue. Ce grand être, il commence à se dire, mais je fais beaucoup d'efforts à ne pas progresser. Et donc, il y a comme une réflexion, et ce plus grand être aussi, il met en cause les présuppositions qu'on a qui ne sont pas vérifiées. Il y a toute autre chose que chaque personne, on va grandir dans un environnement avec des parents, des professeurs, une culture, une religion ou pas. Et donc, tout ça va nous, entre guillemets, nous former, nous conditionner. Donc, on rentre dans des conventions de partout. Et parfois, il y a des très, très bonnes choses, mais il y a des choses qui nous maintiennent très petits dans la vie. Et donc, il faut rentrer dans les conventions, oui, mais aussi se poser des questions. Est-ce que c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et toujours aller au-delà.
Justement, je sais que vous avez beaucoup évolué, vous avez vécu plusieurs évolutions personnelles et professionnelles dans votre vie. Les personnes qui vont nous regarder, il y en a beaucoup qui se posent des questions, notamment au niveau professionnel, au niveau changement de vie, changement de carrière, oser aller vers quelque chose qui les passionne. Est-ce que vous pouvez partager, vous, un peu des bribes peut-être de votre histoire et comment vous avez justement réussi à écouter ce grand être ou en tout cas faire des choix faciles, peut-être moins faciles, pour aller dans une direction ou une autre, que ce soit une direction juste ou parfois fausse aussi. Peut-être que vous êtes trompé aussi parfois, même en changeant de direction. Bien sûr, je pense qu'on va tous les deux partager notre parcours. Oui, en singulier, après on ira à celui qui est ensemble. Oui, et je dirais pour commencer qu'il faut, surtout aujourd'hui, c'est pas comme dans l'époque de nos parents, à attendre à changer de job et à pouvoir créer son propre travail, sa passion par soi-même et pas attendre toujours d'être embauché par quelqu'un. Donc, pour tous ceux qui veulent un changement, il faut prendre des risques. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que professeur de français dans des lycées dans la Silicon Valley. Donc, ça, c'était une première partie que j'adorais. Et après, depuis l'an 2000, je suis venue à Paris. J'ai eu un changement de vie, un divorce, et j'ai décidé de rester à Paris. Et donc, c'est là que j'ai commencé toute une recherche beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus à l'intérieur de moi de ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai commencé à apprendre, à suivre des formations de coaching, de leadership, de plein de choses qui m'intéressaient, qui touchaient vraiment à l'être. Et Oui, vas-y. Et comment tu t'es lancé dans cette direction-là, justement, de quitter le côté professeur de français, voilà, enfin, qu'est-ce qui t'a attiré vers ces questions de leadership qu'est-ce qui t'a guidé ou qu'est-ce qui t'a conduit vers ça? Je pense qu'aujourd'hui, en regardant ma vie, il y a un lien dans tout ce que j'ai fait, et c'est la transmission. Et j'adorais vraiment transmettre l'amour d'une langue, d'une culture, de faire mes élèves, de le faire voyager. Donc, cette partie-là, et je voyais déjà, juste avec l'apprentissage d'une langue, comment ça allait transformer. Donc, cette idée de la transformation de l'être, c'est-à-dire que je voyais qu'il y avait d'autres élèves dans l'école qui restaient aux États-Unis, en Californie, et qui n'avaient pas cette ouverture et cette curiosité à autre chose. Et donc, par le voyage, je dis, waouh, ça transforme les élèves. Il y a quelque chose il y a un éveil. Okay. Donc, je dirais que ça, c'est le lien qui m'a dit, oh, il y a toute une partie psychologique, émotionnelle, autre, qui va faire que les gens vont s'ouvrir. Et c'est par là où ça commençait vraiment à toucher, à plonger moi dans tout ce qui touche l'être humain et les niveaux de conscience, toute cette partie intangible. Ok. On reviendra sur l'intangible plus tard. Marco? Pour moi, j'ai eu vraiment un parcours tout sauf linéaire. J'ai commencé avec mes passions qui étaient, et qui sont toujours d'ailleurs en partie, qui sont vivantes en moi, qui étaient l'art scénique et la sociologie. Et de là, je me suis retrouvé très rapidement, très jeune, à travailler dans des grandes entreprises et en diriger. Donc, j'ai dirigé très jeune. Et même à l'international, j'avais des équipes dans différents continents. Et j'ai appris ce que c'était voir les gens qui ne sont pas vus dans les entrepôts. De voir la différence qu'il y a entre ce que nous, on ramène en Europe et en Occident et qu'est-ce qu'on laisse dans les pays qu'on appelle de tiers-monde, mais qui a une sagesse énorme dans chacun de ces pays. J'ai témoigné que ce que c'est rentrer dans un entrepôt en Afrique du Sud
et dire bonjour aux gens, à des travailleurs qui n'avaient pas l'habitude qu'un blanc européen leur dise bonjour et qui ne pensaient même pas pouvoir me répondre. Et donc, à ce moment où ma carrière à l'extérieur allait très, très bien, dans le matériel, dans le prestige, j'ai vécu pleinement cette friction de vie qui est la course du pouvoir. J'étais vraiment un très bon coureur de la roue de l'hamster avec beaucoup de muscles. Il y a un moment que j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je me suis dit, mais pourquoi je fais ce travail? Et j'ai décidé d'arrêter. Et ça a été une décision très forte. J'en parle encore aujourd'hui avec émotion, parce que c'était une décision qui allait en contre de ma famille, en contre de mes amis, en contre de l'identité que je m'étais forgée à moi-même d'être un winner dans la convention. Et j'ai démissionné. Et j'ai démissionné. Et je n'ai pas seulement démissionné, mais pour me protéger de moi-même, j'avais une clause de non-concurrence de 3 ans. Et j'ai demandé à l'entreprise de mettre une clause de 5 ans. Et ils m'ont même dit, mais on ne va pas te payer plus pour ça. Et je dis, non, je ne veux pas de l'argent. Je veux être sûr de ne pas retourner. Et donc, ça a été un saut dans le vide, mais c'était un saut vers ma vie. Ça a été un saut vers remettre ma créativité, vers remettre cette partie intangible qui m'intéresse, on reviendra là-dessus, de faire revenir ce rêveur que tout jeune, quand d'autres ils faisaient d'autres choses, moi je lisais des livres de philosophie, remettre un peu c'est possible, changer le cours de ce monde qui prend une direction qui va droit dans le mur. Donc avec l'amour aussi, pas seulement de voir la partie obscure, mais voir aussi qu'il y a une partie de lumière, qu'il y a une partie les choses sont possibles. Et c'est pas question de dire qu'on veut mettre de la lumière dans le tunnel pour passer de l'autre côté. C'est aussi se dire, il y a de la lumière dans le tunnel, mais il faut faire attention que ce ne soit pas un train qui vient dans l'autre direction. Donc, cherchons la lumière qui est la bonne. Et pour ça, il y a beaucoup de difficultés, de frictions, de souffrances. Donc, c'est un moment, suivre son propre chemin, c'est aussi être conscient avec un certain enthousiasme, comme un surfeur, qu'on va affronter les obstacles et les vagues qui sont énormes et être capable de dire non aux gens qui veulent nous tenir dans le statu quo. Ok, il y a déjà beaucoup de choses là que vous partagez tous les deux. Justement, donc ce moment de friction dont vous parlez, c'est un moment qui est difficile. En même temps, vous avez réussi à passer à autre chose. Qu'est-ce qui aide dans ces moments-là de doute, peut-être? Et aussi, justement, toi, Marco, tu as décidé de mettre cette clause, mais en fait, on peut être tenté dans ces moments de friction de faire un retour arrière. Qu'est-ce qui peut aider les personnes qui voilà, ont envie de se lancer dans une nouvelle vie, dans l'entrepreneuriat, dans changer de pays voilà, sur quoi vous vous êtes appuyé pour tenir en fait un certain temps, en tout cas pour voilà, passer de l'autre côté, j'ai envie de dire, du pont. Ouais. Il y a une partie de ne pas se rendre, et cette partie est seulement possible si tu as une passion, c'est-à-dire que la chose que tu te lances à faire, ça fait partie de, comme tu vas signer quelque chose de ta vie, ton projet te parle tellement que tu es prête à te réveiller et refaire même quand ça ne marche pas. C'est-à-dire à ne pas te laisser être découragé par des choses qui vont échouer. Parce que c'est normal et je dirais que les choses qui vont échouer, c'est là où il y a le plus gros apprentissage. Oui, moi je dirais qu'il faut vraiment accepter 2 choses qui sont très importantes. Il y en a plus. Je dirais le doute. Accepter qu'on a un doute. On ne peut pas savoir. On a une fausse idée de la société on va avoir tout sous contrôle. On n'a pas les choses sous contrôle. Donc, accepter un doute raisonnable, un doute avec des majuscules au lieu d'un doute qui nous paralyse. Savoir prendre des moments, des fois, de pause
Et savoir que la peur, quand on fait quelque chose qui est important, comme tu disais tout à l'heure, entreprendre quelque chose, changer une structure, changer de vie, ce sont des choses que, quand on va vers l'inconnu, nous font peur. Et plus une chose est importante, si on réfléchit dans la vie de chacun de nous, quelque chose d'important, même un rendez-vous important, il y a quelque chose qui nous donne cette petite peur. Il faut accepter cette peur et que cette peur ne nous paralyse pas, que c'est une peur, mais qu'on y va quand même. Et ce que disait Lourdes, il y a quelque chose dans une passion avec P majuscule, une passion qui est comme un magnet polaire qui te donne l'impulsion d'y aller, même si c'est difficile. Et il ne faut pas croire que c'est toujours difficile, parce qu'il y a des moments aussi qu'il y a des moments de fluidité. Ouais. Et ces moments de fluidité sont magiques. Donc, c'est pas un discours qu'il n'y a que par la difficulté. La difficulté, c'était une des choses qui avait la conscience, mais il y a aussi ce qui marche très bien. Oui. Il y a aussi ces moments où on fait des choses qu'on croit, qui semblent presque qu'on est canalisé, que ça ne vient pas de nous-mêmes. Et je pense que beaucoup d'artistes ou beaucoup d'entrepreneurs, tu écris quelque chose et tu dis, c'est moi qui ai écrit ça, ou c'est nous qu'on a créé ça. On ne sait même pas. Donc, il y a vraiment ce moment présent, d'être complètement présent avec ce que tu fais, qui est très, très important pour pouvoir y arriver et qui met en sourdine, en mute un peu toutes ces voix qui ne nous laissent pas vouloir évoluer. Et qu'il faut avoir de la compassion pour eux. Ça, on reviendra, parce que leur intention de beaucoup de ces gens qui veulent nous freiner, c'est qu'ils veulent le bien pour nous. Mais ils le veulent par rapport à un niveau de conscience que peut-être ça ne nous correspond plus. Justement, vous, dans votre évolution de niveau de conscience, vous avez par exemple décidé pendant un certain temps justement d'être un peu en retraite, de vous retirer un petit peu du monde. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce que cela peut apporter et puis justement, c'est quoi le niveau de conscience? Parce que peut-être que les gens ne comprennent pas trop ce qu'on veut dire par cette expression. On commence par les niveaux de conscience ou par notre expérience? Vas-y, comme tu veux. Notre expérience je dirais, d'une retraite, pas en faisant rien, parce qu'on ne va pas dire qu'on ne fait rien, mais on a une pratique, on médite, on fait du yoga, on mange consciemment. Il y a beaucoup de choses c'est-à-dire on prend le temps de vivre, on prend le temps d'être dans la nature et donner cet espace, ça nous donne comme une perspective beaucoup plus grande. On peut regarder partout. Et aussi, on a vécu en partie par la crise sanitaire, voir tout ce qui se passait et pas prendre ni un côté ni l'autre, mais voir ce qui se dit, la peur que ça crée, et pouvoir tenir tout ça et parler avec des gens différents sans les pousser d'un côté ou de l'autre, mais juste voir tout ce qui se passe sans jugement et sans prendre parti. Ça nous a donné un espace d'observation que je trouve merveilleux. Et je pense que ce niveau d'observation aussi, dans ce qui nous concerne, on l'a fait un peu comme quand on inspire et on expire. On va dans le monde, on va où est la technologie, donc beaucoup de cette société qui est technologique, et la comprendre dans tout ce qui est positif et négatif, dans les deux pôles, au bout. Donc, Lourdes et moi, on a beaucoup voyagé à Silicon Valley, où on a découvert beaucoup de facettes que peut-être en Europe, on ne voit pas. Et certaines très obscures, certaines très inspirantes. Les deux, elles sont là. On s'est aussi bousculé dans des villes européennes comme Paris ou dans des villes d'Amérique du Nord comme Portland ou Toronto ou Montréal ou l'Amérique latine. Donc, on a pris
qu'est-ce qu'il y a dans le monde et se retirer. On n'a pas seulement été retiré. Parce qu'une de nos expériences, on peut dire, de notre vie, on ne peut pas vivre uniquement retiré avec des livres. Il faut vivre avec le monde. Il faut vivre avec la joie et la souffrance du monde. Il faut vivre avec les rêves qui peuvent nous faire peur ou qu'on peut adorer, mais qui sont là. Et donc, quand on parle de niveau de conscience aussi, on parle un niveau de conscience, c'est de quoi cette société est consciente, qu'est-ce qu'elle crée cette société et les personnes qui font partie de la société. Donc, ça serait le niveau de conscience moyen de la société, c'est vers où on va, qu'est-ce qu'on fait. En tant que peuple, en tant que... Qui est accepté. Oui. Et de là, on inclut le bon et le mauvais. D'accord? Par contre, il y a un éveil que si on reste uniquement dans ce qui existe, il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas un regard alternatif. Et le grand risque d'une société, comme d'une personne, comme d'une entreprise, c'est accepter des choses inconditionnellement. Ça, on l'avait fait dans le passé dans certaines religions. On le fait aujourd'hui aussi avec la science, des fois. Inconditionnellement, ce qu'on nous dit, sans cette curiosité qu'a l'être humain d'explorer et de voir par lui-même et nous-mêmes. C'est-à-dire de prendre les choses qu'on entend ou qu'on nous dit et se dire, est-ce que ça c'est vrai? Faire nos propres recherches, de se poser des questions, de vérifier par nous-mêmes et puis pas seulement vérifier et lire parce que si on est plutôt d'un côté ou de l'autre, on va trouver des choses pour dire, ah oui, ça c'est, là cette personne-là, ce qu'elle a écrit, je suis complètement d'accord, mais c'est d'aller dans quelque chose d'opposé et lire l'opposé et voir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cet opposé. Et ouvrir sa conscience, ouvrir les perspectives et se dire, oh, waouh, je n'avais pas pensé à ça. Est-ce Donc, que... il y a une remise en question que les choses ne sont pas juste comme ça. Mais c'est une remise en question aussi qui vient avec l'énergie comme je dirais, ça ne vient pas d'une énergie négative, ça ne vient pas d'une énergie, je remets en question, il peut y avoir un moment de colère, bien sûr, comme tout le monde, quand il y a des choses qui sont inacceptables. Et en même temps, ça ne marche pas que comme ça. C'est plutôt se dire, ah, on m'a dit ça, j'ai une expérience différente, je vais voir avec d'autres personnes, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qui est différent. Finalement, il y a une ressemblance avec le système scientifique qui veut vérifier ce qu'il y a, seulement qu'aujourd'hui, on nous dit des choses sans qu'on les vérifie. Et on est dans l'époque de l'information. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est hyper important aujourd'hui. Dans votre approche, il y a un côté qui est aussi justement notre approche d'accompagnement. Il y a aussi une dimension justement non conventionnelle. Est-ce que on n'est pas revenu aussi sur comment vous vous êtes rencontrés et puis comment vous avez créé justement vos programmes, le programme de leadership. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous êtes rencontrés, une belle anecdote, mais en tout cas aussi ce que vous avez créé et quelle est votre approche? Oui, en fait... J'aime écouter Lourdes comme elle explique. Non. Je vais faire court parce que c'est une histoire que j'adore raconter, mais je pense, je suis en train de penser, mais ça fait 15 ans qu'on s'est connus et Marco est venu de l'Espagne voir ce qui se passait parce que j'avais à Paris le Playground et il travaillait pour une entreprise en Espagne qui faisait la même chose. Explique ce que faisait le Playground. Oui, le Playground, c'était une école qui avait la licence pour une école américaine tout au début de coaching et de leadership. Et en fait, j'avais la licence pour toute la France. Et Marco est venu de l'Espagne pour voir ce qui se passait à Paris. Et c'était vraiment, j'avais en fait, la première année, les formations étaient qu'en anglais. Et je me suis battue avec Headquarters en Californie pour avoir cette formation en français. Et ils ont dit, tu fais tout le travail, on ne te paie rien,
tout traduit et on te laisse faire. Et donc, c'était une passion incroyable. Et le jour où on se rencontrait, c'était le week-end que moi et quelqu'un d'autre avaient donné une formation, la première formation en français de coaching. Et c'était un super succès. J'étais tellement heureuse, je me suis mise à passer l'aspirateur et j'avais mis les Red Hot Chili Peppers à fond. Et Marco sonne, quelqu'un ouvre, il monte les escaliers, on se regarde et on commence à danser. Donc ça, c'était la rencontre que après tu as changé toute ta vie pour... il a vraiment fait un changement, a tout laissé en Espagne et est venu vivre à Paris. Oui, ça ne s'est pas fait immédiatement comme ça, mais ça a été très vite. Oui. Et je pense là aussi, là, ça a été suivre un instinct de vie. Que je ne peux pas mettre des mots sur ce qui s'est passé quand on s'est connus, mais je dirais que j'ai rencontré une personne qui vibrait à la même fréquence que moi, qui avait une vision de la vie et de la société, pas à partir uniquement de la colère, mais à partir de ce qui est possible, à partir de comment on contribue à un monde meilleur, comment on contribue à ouvrir notre cœur, même à ceux qui sont soi-disant à l'opposé de nous. Je dirais qu'un des ingrédients qu'on a aussi, c'est être très sceptique avec ceux qui sont super tolérants, parce qu'ils sont souvent ils sont très intolérants avec les intolérants. Et donc, il y a quelque chose dans notre modèle qui va en profondeur. C'est pour ça que les émotions et la partie spirituelle est importante, parce que très souvent, l'être humain, et on le fait tous, nous les premiers, on tombe amoureux d'un décor. Et le décor, souvent, il est vide derrière, et après, on est frustré. Donc, il y a quelque chose dans notre modèle, c'est-à-dire, je vois le décor, il est beau, pas d'une façon, comment je dirais, pas d'une façon méfiante, mais d'une jolie façon de vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots ou cette énergie. Est-ce que ça veut dire la même chose pour moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça part d'une authenticité? Et je pense que ça, c'est une chose très importante. Et ça demande du temps de pouvoir connecter avec les gens, du temps de pouvoir tenir un regard avec les yeux et ressentir pleinement ce regard, pas à la première seconde qui peut te plaire ou déplaire, mais comment on le tient, ce regard? Qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, ces rêves, cette idéologie? Parce que souvent, il y a des mots qui sont très, très belles, très, très beaux, et qu'après, dans l'action, ils sont très différentes. Alors, en construisant avec ce qu'il dit, Marco, en fait, cette rencontre, j'ai senti tout de suite que je pouvais parler des heures et des heures avec lui sur des choses importantes, sur des choses qui me tenaient à cœur, et qu'il y avait, je ne sais pas, on vient de deux mondes différents, de cultures différentes, mais il y avait cette recherche pour une évolution, pour l'apprentissage, pour le voyage. Et donc, on s'est rencontrés dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans notre essence, on est la même personne qu'on s'est rencontrés il y a 15 ans, mais on a tellement évolué ensemble que je me dis, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? Et on parle des projets où on pourra encore grandir, évoluer, apprendre des choses, découvrir, être curieux et puis savourer les moments de silence, de beauté, de prendre tout. C'est vraiment... Et pas se prendre trop au sérieux. Non. Rire, s'amuser. J'adore aller dans certains pays où il y a encore beaucoup de joie dans la rue et les gens ils rigolent, il y a des enfants qui jouent. Il y a quelque chose ici en Occident qui me manque énormément, c'est voir des enfants jouer dans la rue. Il n'y en a plus. C'est vrai.
et c'est quelque chose qui laisse un écho plus triste aux villes. Donc, comment faire qu'il y ait une société où les yeux des enfants brillent et où ils peuvent jouer à l'extérieur et pas seulement qu'ils sont mis dans des garderies ou dans des activités extrascolaires, que ça sert plus pour les, comment je dirais, les façonnés qui vont une chose derrière les autres, même si certaines de ces activités peuvent être très bonnes. Oui. Ou de laisser l'enfant devant l'écran toute la journée. Et ça, c'est très, très dur et difficile. Ça enlève leur créativité. Ça ne leur donne pas le temps d'être enfant. Donc, quand tu posais le non conventionnel qu'on parle dans notre modèle, c'est parce qu'on prend vraiment très sérieusement la citation de Einstein. Car aucun problème ne peut être résolu à partir du même niveau de conscience qu'il a créé. Et c'est quelque chose et c'est pour ça que beaucoup de révolutions n'ont pas marché. Parce que finalement, c'est des révolutions que peut-être tu peux voir quelque chose, mais c'est le même niveau de conscience qui se bat. Il n'y a pas une transformation de l'être humain, il n'y a pas une transformation du comportement, il n'y a pas un éveil. Et je pense que vraiment, l'humilité, cette humilité est très importante à avoir dans la vie. C'est important de rencontrer toute la population où ils en sont dans leur chemin de vie. Un enfant, c'est un être entier avec une conscience d'enfant qui est très, très belle. Mais aussi, il y a une autre partie de la population qu'on a oubliée, ce sont les gens les plus âgés. Il y a eu une époque, peut-être que les gens âgés, ils dominaient trop le monde, mais il y a une époque aussi où il y avait l'appréciation du sage. Le sage n'existe plus maintenant. C'est un vieux qui sert à pas grand-chose parce qu'il n'est pas capable de surfer sur Internet. Donc, il y a une obsolescence de l'être humain. Oui. Et on perd une sagesse, on perd cette expérience de vie qui n'est pas seulement dans un livre, mais qui vit dans les cicatrices de leur peau et de leur être. Et cette partie de transmission aussi. Donc, il y a, dans notre modèle de leadership, on dit non conventionnel, mais peut-être le mot plus juste serait post-conventionnel. Et on va essayer de t'expliquer pourquoi. Il y a pratiquement 3 étapes qui se passent dans l'être humain ou de conscience. Il y a une qui est pré-conventionnelle, une qui est conventionnelle et une qui est post-conventionnelle. La post-conventionnelle inclut et transcende les autres deux. Donc, c'est assez linéaire. Pré-conventionnel, un exemple, c'est quelqu'un qui à partir de son ego ou par elle-même, elle veut quelque chose et elle s'en fout des conséquences. D'accord? Ouais. Quelqu'un de conventionnel, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose qui est dehors de la convention. Parce que ça ne se fait pas. Les règles sont les règles. Et quelqu'un qui est post-conventionnel, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est dehors de la convention, sous certaines circonstances, en connaissant la convention. Oui, c'est capable de les respecter, mais aussi de les transcender, de les dépasser. Exactement. Et parfois, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir dans un groupe de personnes des gens qui sont non conventionnels et post-conventionnels avec presque la même idée, mais ça ne vient pas du même fond. Ça ne vient pas du même endroit. Donc, pour illustrer ça, il y a une sociologue américaine qui s'appelle Carol Gilligan qui a fait 2 études extraordinaires sur les 5 continents. Elle est une taille énorme, 30 000 personnes dans chacun, donc ce n'est pas 1 ou 2 personnes. Et dans la première étude, c'était sur l'avortement. Est-ce que avorter, c'est quelque chose de correct? Et la personne qui est non conventionnelle, Très conventionnelle. très conventionnelle, va dire
I have the right to do whatever I want with my body. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Fuck you, Oui. j'aborte. Donc, oui. OK. La personne conventionnelle qui est prise à sa religion et qui est prise à ça ne se fait pas, dit non, 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 ça ne se fait pas, c'est interdit, la religion ne veut pas, sans aucune... je dis non. Et la troisième, la post-conventionnelle, la réponse était oui, sous certaines circonstances. Et je dirais que sur certaines circonstances, ça ouvre beaucoup plus le cœur. Il n'y a pas toujours un oui ou un non qui est clair. La vie évolue, l'information qu'on a aussi a cette humilité que l'information qu'on a est toujours partielle. On n'aura jamais toute l'information. Donc, c'est très difficile quand quelqu'un fait quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on est contre, on ne connaît pas l'information, on ne connaît pas depuis où la personne a pris cette décision. Donc, on va toujours au jugement de l'autre sans savoir le pourquoi. J'ai l'impression aussi, quand vous dites ça, que l'approche post-conventionnelle, c'est celle aussi où on est plus responsable, en fait, puisqu'on ne s'appuie pas sur la convention et on ne s'appuie pas juste sur je sais pas, on ne s'appuie pas sur la convention, mais on la connaît. Parce que, tu vois, c'est difficile d'expliquer ça en quelques mots, mais souvent, il y a des gens qui ont appris aucune technique de rien en tant qu'entrepreneur et ils veulent réussir parce qu'ils ont lu un bouquin Comment réussir en étant entrepreneur. Ça ne marche pas. Donc, tu dois avoir quand même une vision, une idée de quelque chose et un savoir-faire. Et après, ce savoir-faire, une fois que tu l'as, tu peux le déconstruire et le rendre post-conventionnel. Mais il y a une courbe d'apprentissage qui est importante. Beaucoup de la population hippie, ils ont des idées formidables, mais que souvent, ils n'ont rien fait encore. Ils ont toute la vie, ils ont plané. Ils ont des bonnes idées, mais ils ne sont pas rentrés dans la friction de la vie. Oui, il faut une expérience de vie pour avoir touché et vécu dans la convention pour pouvoir le faire différemment. Et une chose, on prend un instrument ou une langue, il faut apprendre la grammaire, il faut apprendre le solfège, il faut apprendre. Et puis, une fois appris, tu peux composer ce que tu veux. Un exemple pour ça illustratif, ça pourrait être Picasso. Il a pris toute la technique de la peinture pour après la déconstruire. J'aimerais bien qu'on aille aussi sur le sujet justement, on en parle un peu d'artistes, d'art, justement sur le sujet de la singularité, en tout cas ce qui différencie chacun, le talent individuel ou le potentiel individuel, ou comment est-ce que cette, on va dire, cette différence que chacun a, parce qu'on est tous différents et on a tous un potentiel différent, comment est-ce que, parce que par exemple, je rencontre des personnes qui disent, moi, j'ai pas de passion, ou j'ai pas quelque chose de différent, ou comment est-ce qu'on peut trouver finalement qui on est, ce qu'on a de différent, et le transformer en fait, ou en tout cas en faire quelque chose de cette différence. C'est une très bonne question. Ça, on pourrait prendre des heures à en parler, c'est passionnant. Donc, il n'y a pas une seule réponse à tout ça. J'aimerais pouvoir te dire qu'il y a une seule réponse, mais il y en a oui, et des milliers. Et il y a des personnes qui sont très, très différents les uns aux autres. Donc, ça aussi. Oui, bien sûr. Donc, déjà, il faut comprendre dans cette différence. Déjà, il ne faut pas se battre contre ta différence. Il y a beaucoup de gens qui ont des capacités extraordinaires et eux-mêmes, et j'en ai fait partie pendant très longtemps, se mettent un frein de ne pas être différent parce que comment je vais faire et qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, comment ça va être. Et il y a un jugement, pourquoi je ne suis pas capable de faire comme tous les autres. Donc, il y a ce frein qui paralyse
C'est comme si que ces personnes doivent se mettre un habit qu'ils n'aiment pas du tout, mais c'est l'habit de la société, ou c'est l'habit de leur entourage, ou c'est l'habit de ce qui est... On a dit que c'était la réussite. Déjà, il y a une redéfinition, c'est quoi la réussite pour ces différents? Parce qu'il y a des différents, certains différents vaudront beaucoup d'argent, mais certains différents vaudront autre chose que de l'argent. Oui. Mais le succès, il est basé aussi en partie économique aujourd'hui. Donc, il y a certains d'entre nous qu'en tant qu'enfants, on sait déjà ce qu'on aime faire. On découvre déjà qu'on est bon pour un sport, ou pour la musique, ou pour la danse, ou pour quelque chose. Donc, il y a des gens qui viennent déjà, ils savent ce qu'ils adorent faire, et puis d'autres qui le découvrent par chance, par la vie. Oui. Et je dirais que la première chose, c'est chérir cette différence. C'est aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette différence. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette différence? Qu'est-ce qu'elle fait, cette différence? Et quand tu parles d'artistique, l'artiste ne peut pas dépendre, le créateur qui a une sensibilité artistique peut pas dépendre du feedback immédiat du public parce que sinon, il ne signe pas son œuvre. Il fait une œuvre pour les autres. Donc, elle ne peut plus être singulière. Aujourd'hui, on est aussi dans des formats dans le marketing où on veut aller toucher le plus grand nombre de publics et appris à faire ça. Et ça retire toute expression artistique. Donc, si moi je dirais comment chérir la différence, c'est admettons que tu es un entrepreneur ou que tu dois vendre ton art, va chercher la niche de public la plus petite possible avec laquelle tu peux vivre bien. Et là, tu montreras beaucoup plus qui tu es. Oui. Là aussi, tu appelleras les gens qui vont apprécier ta différence. Et ce qui est magique en tout ça, ces gens qui vont apprécier ta différence, toi aussi, tu apprécies leur différence parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle à vous réunir. Donc, il y a vraiment cette chose de oser chérir ce qui est différent, oser chérir ce qui a été critiqué. Souvent, dans des sportifs de haut niveau, leur façon de faire n'est pas la parfaite. Et c'est pour ça qu'ils sont champions. Donc, paradoxalement, il y a une recherche de beaucoup de travail, mais aussi une recherche de ne pas être parfait. De ne pas être parfait, puis de ne pas plaire à tout le monde. Je pense que ça, c'est la clé. Parce que si on veut plaire à tout le monde, donc on va renoncer à qui on est, on renonce à la singularité. Et il y a une très belle danse, c'est non pas plaire à tout le monde, comme le dit Lourdes, et en même temps être généreux. Parce qu'un acte artistique, et je sais que tu as une grande sensibilité artistique, il y a une partie que donner cette chose à l'autre. Offrir fait partie de l'expérience. Oui. Ouais, c'est offrir sans chercher à plaire, en fait. Exact. Oui. Ouais. Et pas toujours être à la recherche d'un feedback ou d'une reconnaissance. Ça vient tout seul parfois sans le chercher. Parce que quand tu es accroché à cette reconnaissance, tu ne le fais plus d'un amour qui offre ni de générosité. C'est pour avoir cette reconnaissance et ça ne marche pas. Je pense qu'aller chercher un feedback constructif, c'est quelque chose de... Il faut bien être dans son leadership, bien dans ses baskets. Parce que souvent, on va demander du feedback à des gens qui vont te détruire. Ça ne sert à rien. Ou on va demander à des gens que parce qu'ils t'aiment bien, ils vont te dire que c'est bien. Ça ne sert à rien. Il faut aller demander du feedback à des gens qu'on admire. À des gens qu'on trouve waouh. Et même qui sont waouh dans un domaine qui n'est pas le tien. Parce que ça t'ouvre à beaucoup plus de créativité. Aller demander du feedback à quelqu'un qui est je ne sais pas, tu fais une entreprise de bijoux, je ne sais pas, tu es bijoutière et tu demandes un feedback à un musicien. Ça marche. Mais c'est quelqu'un que tu sais que cette personne est excellente, tu sais que cette personne a osé se jeter dans le vide dans des projets pas difficiles et qui a un niveau de, pour ne pas l'appeler niveau de conscience, mais qui a un niveau de résonance dans le sens que des choses qui inspirent, qui sont parlantes pour toi.
et pour le public que toi, tu peux toucher. Mm. Donc, si des fois on dit des termes qui sont peut-être compliqués, tu nous le dis parce qu'on est tellement dans l'arôme dans ce qu'on dit, on peut perdre le public. Ouais, moi, je comprends un peu comment vous parlez, mais c'est vrai que parfois, peut-être qu'ils vont. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a des choses que des fois, on comprend, et puis des fois, on comprend pas, mais on les comprend plus tard. Donc, c'est pas grave aussi. Mais ouais, je comprends en tout cas ce côté où c'est important d'aller vers des personnes qui nous inspirent et qui nous donnent envie de grandir, quoi, tout simplement, qui nous poussent vers le haut, qui nous tirent vers le haut et qui ne sont pas là pour nous juger, mais pour vraiment nous avoir un regard juste. Et dans ce que tu disais, dans la différence, c'est aussi important de résister à ceux qui vont dire que ça ne va pas marcher. Parce que si on regarde tous les plus grands changements qu'il y a eu, et tous les plus grands, soit dans l'art, soit dans la science, soit dans n'importe quel domaine, ont souvent été précédés par le mot de quelqu'un qui a dit que ça ne marcherait pas ou que ça ne serait pas possible. Jusqu'à temps que quelqu'un l'a fait. Donc là aussi, oui, il faut écouter le feedback. Oui, il faut prendre en compte si les gens peuvent te comprendre quand tu dis quelque chose, mais aussi, il faut avancer avec ton idée qui peut être contre-courant du monde actuel, mais que dans l'émergence d'une nouvelle conscience ou de nouveaux besoins de la société ou du monde, ça peut marcher. Ouais. Être un peu entêté quand même, il faut écouter, mais il faut quand même... Oui, on dit souvent, si Steve Jobs nous avait demandé si on avait besoin d'un iPhone, on n'aurait pas dit oui parce qu'on ne savait pas qu'on pourrait mettre autant de choses dans un petit appareil. Mais en fait, lui, il a osé prendre des inventions de partout pour le créer. Et aujourd'hui, il y a très peu, c'est-à-dire que tu n'existes même pas si tu n'as pas un smartphone. C'est vrai. On a parlé de la singularité. Dans le sommet aussi, on parle beaucoup d'engagement ou de contribution. Je sais que c'est quelque chose qui est important aussi pour vous. Comment vous faites le lien, vous, entre le leadership et la contribution ou l'engagement? Dans le leadership post-conventionnel, qui n'est pas un leadership qui vient par le titre que tu as, mais qui vient par une attitude, ne peut pas exister sans une contribution. Parce que sinon, ça serait un leadership uniquement de pouvoir. Oui. Donc, dans les 4 axes de notre modèle de leadership que tu connais, il y a la créativité, il y a la curiosité, le cœur, l'empathie et le courage. Donc, ces choses sont tout à fait dans l'axe pour un leadership complet et conscient. Et donc, il y a une partie que c'est pour soi, donc être leader de ta vie, prendre soin de toi et vivre en résonance, mais il y a aussi de comment toi, et ce que tu fais, tu contribues à quelque chose, comment tu impactes. Et cette partie de toi, dans ton leadership, elle est consciente. Donc, il y a toujours comment est-ce que cette action va impacter ce groupe ou le monde. Le monde, ou ma famille. On n'est pas seul dans le monde. Donc, il y a dans ce leadership, qu'on n'est pas seul, cette contribution, pour faire un petit schéma, dans un leadership conventionnel, qui peut être très bon, très fort, très inspirant, avec beaucoup de créativité, avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup de courage, mais avec pas de cœur, tu peux avoir un dirigeant de Nestlé. Parce que la contribution, elle est uniquement que pour l'actionnaire. Tandis que dans un leadership qui a la contribution, le produit que tu fais, l'art que tu crées, intentionnellement provoque une amélioration des conditions existantes. Et
parce que souvent, on a, avec beaucoup de bonne volonté, des fois, on ne crée pas une amélioration de l'existant. On a l'humilité de voir l'impact de ce qu'on fait. Donc, c'est très important proposer, voir l'impact et comment que ça revient, et se dire, ah, ça, ce n'était pas l'impact que je voulais avoir, on va changer. Donc, ce leadership, c'est un leadership qui regarde comment que l'action, l'impact de l'action sur la contribution que tu veux avoir. Il y a beaucoup de contributions qu'on peut croire qu'elles sont bonnes et elles sont négatives. Oui. Oui, Donc, quand on veut. Ouais. l'humilité avec force, c'est quelque chose de très important dans ce modèle. Oui, je comprends. Donc, du coup, aujourd'hui, on a parlé de singularité, de contribution. Aujourd'hui, vous êtes dans une évolution aussi de votre projet, de vos programmes, de ce que vous voulez apporter aux autres aussi, de votre contribution aussi finalement. Qu'est-ce qui change, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter de différent aujourd'hui ou différemment? Il y a une évolution de ce qu'on a fait depuis maintenant. Et je dirais qu'une des choses qui a été très impulsée par Lourdes, qui est de nous retirer des grandes entreprises. Nous, on a travaillé avec beaucoup de très grandes entreprises. On a travaillé avec des dirigeants et des conseils d'administration avec des gens super brillants, mais où la partie contribution à un nouveau monde n'existait pas. Et à l'âge qu'on a, avec l'envie qu'on a, on a déjà fait ça. Et on n'a pas envie de renforcer un certain parti de leadership et de pouvoir dans des gens qui vont finalement vivre très bien dans leur comité d'administration ou dans leur comité de direction, mais qui vont être encore plus forts et plus en forme pour continuer à manipuler le monde. Donc, c'est-à-dire pour détruire le monde, en parlant des arbres, tu as quelqu'un qui est dans le groupe de leaders qui fait partie de quelque chose que tu tiens à cœur à Madagascar. Oui. Donc, une première pas, c'était de couper toute l'activité qu'on avait avec des gens qui sont en train de détruire le monde. Et je vais dire qu'il y a des très bonnes personnes qui travaillent pour ces entreprises et qu'ils ont l'envie de vraiment être dans la nature, de faire des belles choses et d'améliorer comment ils travaillent avec les autres, mais l'impact de ces entreprises ne sont pas bonnes. Et c'est là, on dit, on ne va plus empower ça. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on va pas travailler avec ces personnes, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas la compassion, parce que c'est tous des gens, et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment extraordinaires à niveau individuel. Oui. Et je veux vraiment faire souligner ça. Et même, il y a de la souffrance parce que ceux qui se rendent compte qu'il y a un impact négatif dans ce qu'ils représentent, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ont un schéma économique familial que souvent les empêche. Et donc, ils s'éveillent à moitié, et ce semi-éveil souvent reste dans une frustration et dans une impuissance de sortir de la roue. Donc, on se centre plus sur l'être humain en entier, sur la personne qui sent ou qui commence à percevoir qu'elle a besoin d'un changement, que business as usual ne marche pas pour eux. Et des personnes qui ont déjà fait, qui ont eu déjà des expériences dans une convention et qui se rendent compte que c'est tout tight, c'est pas là où ils doivent aller, qui veulent oser différemment. C'est ce type de personnes qu'on accompagne pour un changement transformationnel dans leur être et que l'action soit en résonance avec ce qu'ils sont dans leur authenticité.
Et dans ce qui est des entrepreneurs, parce qu'il y a une grande mode actuellement des startups, il y a une grande promesse que si tu es entrepreneur, ça va marcher, chose que statistiquement est absolument faux. Et même à Silicon Valley, il y a un taux de réussite de 1 ou 2%. Et on ne parle pas de la défaite de 98. Et donc, sur ça, on veut être très honnête par rapport à notre public. Nous, on cherche des entrepreneurs artisans ou des entrepreneurs artistes. Où ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent donner forme et vie à ce qui leur donne des frissons et leur fait vibrer dans la vie. Et ces gens-là, il y a tout un univers à travailler avec eux parce que souvent ces gens-là, ils ont du mal avec leur diversité, mais leur diversité sort de tous les côtés, elle veut sortir par toutes les poches, par les oreilles, par le nez, par la bouche, et ils la retiennent. Donc, on va les accompagner à faire ce saut. Et on va les accompagner aussi à trouver des façons alternatives d'avoir leur marché. Tu parles de singularité, mais le petit entrepreneur artisan, l'unique façon qu'il peut rentrer en concurrence avec les grandes marques, avec ce qui est produit en série, c'est faire un travail absolument impeccable, différent, qui sort de son cœur, qui sort de ses veines et qu'il ose le vendre d'une façon non marchande. Donc ça nous motive énormément. Ça, c'est comme il dirait, comme on dit vulgairement, c'est un kiff pour nous pouvoir accompagner ces gens-là. Tu ne peux pas t'imaginer le talent réprimé qu'il y a dans le monde, dans toutes les cultures. Et aussi, il y a, comme Lourdes et moi, on est une fusion de plusieurs cultures. On adore aussi accompagner, et c'est une chose qu'on fait de plus en plus, des gens qui sont eux-mêmes, qui ont des choses à donner de leurs différentes cultures et comment les rendre en fusion. Et cette fusion donne des produits et donne d'une beauté extraordinaire sur plein de possibilités qui nous sort du moule de l'habituel. Et... Wow. Du coup, j'ai l'impression qu'en même temps, c'est évoluer et en même temps, c'est peut-être revenir aussi un peu aux racines quand tu parles de culture, justement. C'est comme s'il y a une expansion pour un recentrage dans la terre même. Je fais un peu l'image. Vous allez bientôt voyager là, au Mexique. Je sais que Lourdes, donc tu es d'origine mexicaine. Peut-être qu'on peut peut-être conclure sur ça, notre entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur peut-être l'importance de se connaître aussi, de faire le lien avec sa culture ou voilà, son identité dans ce travail d'évolution, d'évolution, de création, de contribution? Tu viens avec quelque chose qui est... On a beaucoup jonglé, Marco et moi, partout où on a voyagé, parce que même s'il y a une partie en moi qui est aztèque, mexicain, comme j'ai vécu dans d'autres pays, je ne suis pas que. Donc, quand je vais dans un pays comme le Mexique, je sais que je ne suis pas complètement mexicaine, que je le suis, mais qu'il faut que je sois à l'écoute d'une culture comme si là, je la découvrais pour la première fois et de pouvoir me diriger et parler avec ces personnes d'une façon qu'eux, ils puissent me comprendre. Et je pense que tout notre travail dans différents endroits du monde, ça, c'était un des plus grands apprentissages, pouvoir être à l'écoute et pouvoir livrer des messages dans cet acte généreux de vouloir transmettre pour qu'eux, ils puissent vraiment prendre quelque chose, que ça fasse wow, même si c'est une toute petite chose. Et que quand tu visites une nouvelle culture, même si j'en fais partie, que eux, ils ont une sagesse que je n'ai pas et qu'il faut respecter cette sagesse et que je ne viens pas en sachant
tout ce qu'il faut donner, c'est-à-dire que on offre quelque chose, vous prenez ce dont vous avez besoin. Et vous l'adaptez à votre façon d'être. Oui, et ce voyage au Mexique est vraiment très excitant parce qu'on va toucher plusieurs publics, mais dans ces plusieurs publics, il y a vraiment deux qu'on peut différencier. Un, mexicain, donc en langue espagnole, et où il y a toute la sagesse du peuple de là-bas, et c'est un peuple qui est aussi dans l'état de conscience du pays, qui cherche encore, qui est encore très conventionnel par rapport à l'Occident, par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, et donc qu'ils ont très envie d'imiter certaines choses que nous, on ne veut plus déjà. Et ça, il faut le respecter, il faut comprendre. Puis il y a un public aussi que c'est des expatriés, qui sont des gens qui ont vécu dans l'Occident, qui vont au Mexique et qui vivent car ils veulent une retourne aux sources et vivre autrement. Donc, c'est un public complètement différent. Et donc, on touchera ces deux publics et que souvent, ces deux publics ne se connaissent pas trop entre eux. Et donc, il y a une excitation aussi de voir comment que, parce qu'on a deux workshops complètement séparés, mais on a une conférence qu'on peut unir les deux. Et qu'est-ce qu'on peut tisser dans cette fusion? Oui, super, c'est hyper beau comme image de tisser des liens et de tisser des liens dans votre travail, dans votre voyage. Je pense qu'on va bientôt finir. Est-ce que vous avez envie de dire encore quelque chose, un mot pour conclure, un encouragement pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être se questionnent sur leur avenir, sur comment grandir, comment oser, comment évoluer. Et voilà, je vous laisse un petit peu le mot de la fin avant de conclure. Oui, j'étais en train de penser ces 2 années pour nous. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça nous a permis de réfléchir, de faire un état de lieu de notre être. Et si les gens qui sentent l'envie de faire un changement profond, d'y aller, de se faire confiance, et que malgré la peur ou le doute, comme Marco dit, de prendre ses premiers pas. Une fois le premier pas fait, le deuxième, le troisième, et to ride the wave, en fait, de se lancer dans la vague et de prendre des moments que quand quelque chose marche bien, de le célébrer. Vraiment, je suis en célébration de vie. Chaque jour, je suis en gratitude et la gratitude fait vraiment partie de ma vie. Donc, de prendre ces moments au quotidien. Mais de se lancer. Parce que si la voix à l'intérieur dit « lance-toi », de se laisser aller et prendre le pas. Oui, en prenant l'élan de ce que dit Lourdes, je dirais, allez-y. Parce que la chose la plus terrible qui peut se passer, c'est que quand vous avez de l'âge, vous vieillissez, vous avez des regrets de ne pas avoir fait et d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre et pas la vôtre, et de ne pas savoir quelle est votre vie. Donc, osez avoir une bonne relation avec vous-même, osez vous aimer, et n'oubliez pas que dans cet amour pour soi, il y a aussi l'amour de l'autre et il y a aussi la contribution, parce que sinon ça deviendrait un amour égoïste. Mais incluez votre sagesse, votre talent, votre créativité au service de votre vie et pas à l'envers. Wow. Merci beaucoup, Marco et Lourdes. Beaucoup de gratitude à vous deux, justement, pour tous ces échanges très, très riches.
pour l'instant, vos programmes, ils sont un petit peu... Vous êtes en train de les reconstruire actuellement, mais en tout cas, vous avez un centre aussi de retraite à Brocéliande, dont je mettrai le lien sous la vidéo si des personnes veulent organiser notamment des séminaires ou, c'est ça, des activités. C'est nous, oui. Et nous, à l'automne, on mettra en renouveau en Europe quelques-unes de nos formations. On vous tiendra au courant. On te tiendra au courant. D'accord. On est très, avec plein de joie de cette aventure au Mexique qui va nous donner beaucoup d'élan. Ouais, super. Je vous souhaite un très, très beau voyage au Mexique. Et puis encore un très, très, très grand merci pour votre temps et tous les apprentissages et les partages d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Uli. À très bientôt.